Bonjour, Yvon Talbot, de la municipalité de Stoke. C'est dans la région de l'Estrie. Je suis ici ce soir pour vous faire une vidéo dans le but d'informer concernant ce qui se passe au niveau du Crédit social chinois au Canada. Mes amis et moi avons été les instigateurs de pancartes de rue que vous avez peut-être vues ou remarquées. Et ces pancartes-là sont dans le but d'informer les gens et surtout de les inciter à aller voir sur Internet et à s'informer concernant le Crédit social chinois qui veut s'établir au Canada. C'est pas les... vous allez voir des vidéos de Justin Trudeau qui est favorable au Crédit social, à la gouvernance de la dictature. Vous allez voir Éric Kerr du gouvernement de la CAQ, son processus de numérisation des Québécois. C'est lui-même qui va expliquer le tout en détail. Vous allez voir aussi des vidéos de la Chine communiste sous la dictature, de façon de fonctionner, de façon de vivre. Je ne sais pas si c'est une façon dont vous voulez envisager votre avenir. Peut-être que oui, peut-être que non. On ne connaît pas vos opinions politiques. Mais au moins, il faut que vous le sachiez. Pourquoi? Il va y avoir d'autres vidéos aussi, des gens du gouvernement européen, des gens qui parlent de tout ça, comment ça en est arrivé à ça, de la gouvernance. Il y a un petit peu de gouvernance mondiale. Autrement dit, il va y avoir quelques personnes très riches qui veulent prendre le contrôle de la planète. Ils veulent prendre le contrôle de la planète, ça va tout être sur leur pouvoir, c'est eux autres qui vont contrôler tout. Ce phénomène va être capable de se faire par le biais des gouvernements qui sont en poste actuellement. Canada, Québec, l'Australie, l'Italie, les pays européens, l'Allemagne, puis tout ça. Ça prend absolument les gouvernances de chacun des pays pour que tout ça se réalise. On va voir aussi des pays comme la Hollande qui manifestent violemment. Les agriculteurs manifestent contre leur politique dictatoriale, leur façon de faire pour, comment je pourrais dire ça, briser l'économie. Parce que si on brise l'économie, on brise l'argent des gens. Si on brise l'argent des gens, on est capable de les contrôler. C'est un processus vieux comme le monde. Et puis, c'est ça que le haut commandement qui veut prendre le contrôle du monde, de la planète Terre, si on veut, s'arrange pour faire son processus qui est de, premièrement, briser l'économie de chacun des pays pour ensuite être capable de les contrôler. Vous allez voir les vidéos. C'est très instructif. Et je voudrais que vous partagiez ces vidéos-là avec le plus de monde possible. C'est pas des vidéos à propagande politique, malgré qu'il y a un peu de politique. Il y a de la politique qui se parle là-dedans. Mais je veux pas vous influencer à choisir telle gouvernance ou telle gouvernance. Je veux que vous soyez informés, parce que cet automne au Québec, on a des élections. Et puis ces élections-là, pour bien voter pour la bonne personne, il faut que vous soyez au courant de ce qui se passe. Le chef libéral Justin Trudeau est au cœur d'une controverse déclenchée par une déclaration faite hier soir lors d'une soirée bénéfice. Questionné à savoir quel pays il admirait le plus, Justin Trudeau a répondu qu'il avait une certaine admiration pour le régime dictatorial de la Chine. Daniel Thibault. Une soirée mondaine pour faire connaissance d'une invitation avec le futur premier ministre. Une occasion pour la centaine de participantes de poser les questions qui les intéressent, comme par exemple, quel gouvernement admirez-vous? Which nation's administration do you most admire and why? La réponse, captée par les caméras du réseau Sun, a de quoi surprendre. There's a level of admiration I actually have for China. Their basic dictatorship is allowing them to actually turn their economy around on a dime. Une mauvaise blague ou le fond de sa pensée? En tout cas, le chef libéral semble comprendre rapidement que ses propos pourraient revenir le hanter et finit par dire qu'il admire surtout les régimes de gouvernement des 3 territoires canadiens pour conclure à la blague. Sun News can now report that I prefer China.
Trop tard, le mal était fait. He talked about admiring a dictatorship, Mr. Speaker. Les conservateurs, impatients de parler d'autre chose que le Sénat, n'allaient surtout pas rater pareille occasion. Ça prouve tout simplement que M. Trudeau n'a pas le jugement nécessaire pour aspirer à ce qu'il veut faire. Même son de cloche chez le NPD, qui va même jusqu'à comparer Trudeau à l'ex-candidate républicaine Sarah Palin. Et il réussit, là, en quelques mots, à montrer son inexpérience et son manque de jugement, là, surtout. C'est assez frappant. Envoyé à la rescousse, Marc Garneau croit que son chef parlait plutôt du miracle économique chinois. Il estime que la popularité de Justin Trudeau inquiète les autres partis. Je comprends très bien que les partis politiques, le NPD et puis les conservateurs s'inquiètent de la popularité de M. Trudeau. Les commentaires du chef libéral ont également suscité plusieurs critiques et de nombreuses moqueries sur Twitter. C'est d'ailleurs là que Justin Trudeau a décidé de réagir pour calmer le jeu. Le Canada est le meilleur pays du monde, écrit-il, et nos libertés en sont le cœur. Daniel Thibault, Radio-Canada, Ottawa. Ministre délégué à la transformation numérique gouvernementale et ministre responsable de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels, M. Ricard. Avec la pandémie, la transformation numérique s'est accélérée d'une façon exponentielle. Avec l'accélération de la transformation numérique, alors, pour toutes ces raisons, le premier ministre en est arrivé à la conclusion qu'un ministère de la cybersécurité et du numérique s'imposait dans la logique des opérations que nous avons mis ensemble et dans la continuité des actions que nous avons posées depuis 3 ans. Est-ce que dans un autre pays ou un autre État, vous avez comme un modèle par rapport à ça? Non, en fait, on est en Amérique du Nord, on sera les premiers très certainement. Dans le monde, on n'a pas une exploration exhaustive de l'ensemble des pays, mais on pense que si on n'est pas le premier, on est un des premiers États à le faire. Dans l'univers numérique, on va donc créer cette identité numérique-là qui va faire en sorte que chacun des citoyens va devoir évidemment démontrer son identité. Ensuite, va faire partie de l'identification numérique qui va être gérée par le gouvernement du Québec. Donc, vous, M. Laforêt, vous allez nous démontrer que vous êtes bel et bien Alain Laforêt. On crée votre identité numérique. Et après ça, c'est cette identité numérique-là dont vous allez vous servir à travers les différents systèmes. De là découlent tous les documents qui peuvent être émis par la direction de l'État civil. Certificat de naissance, certificat de mariage, les autres documents officiels du gouvernement, permis de conduire, carte d'assurance maladie, etc. Et on peut même, et nous allons même étendre ce cercle-là, même si le noyau dur est contrôlé par le gouvernement, on pourra même étendre cette possibilité-là à des documents non gouvernementaux. Par exemple, votre preuve d'assurance. C'est pas le gouvernement qui l'a fourni, mais dans le portefeuille numérique, ça peut être intéressant. Votre carte de crédit, carte de guichet. C'est pas un document qui est fourni par le gouvernement, mais ça peut être intéressant de l'avoir dans le portefeuille. Oubliez la notion de carte. La notion de carte, c'est une notion qui appartient à l'univers papier. C'est une identité numérique. C'est une façon numérique de vous identifier. Donc, on vous donne les justificatifs qui vont faire en sorte que vous allez un justificatif numérique, des questions que je vous pose, des questions secrètes, des codes qui vont me permettre de m'assurer que vous êtes bel et bien qui vous prétendez être. Ce justificatif-là, on va regarder la possibilité qu'il soit biométrique. Les Québécois semblent de plus en plus ouverts à l'idée d'avoir une identification, une authentification biométrique. Donc, c'est pour ça que c'est important que le cœur de ça soit contrôlé par une entité et que ça demeure extrêmement sécurisé. Le module propre à l'identification et l'authentification, juin 2022. Au mois de novembre, je vais avoir le dossier d'affaires pour le portefeuille numérique. Donc, quand je vous parlais là, un permis de conduire virtuel, une carte d'assurance maladie virtuelle, etc., le dossier d'affaires pour la réalisation de ça, je devrais l'avoir d'ici la fin du mois de novembre. Donc, je verrai, là, à ce moment-là, j'aurai plus d'informations sur les délais, les coûts, etc. Là. Je pourrai vous donner plus de détails là-dessus. Monsieur Gare, vous dites donc qu'on va être identifié par une empreinte de doigt ou un scan de l'iris, et quand vous dites biométrique... Oui, bien, je dis que c'est une possibilité. Ce n'est pas la seule façon, c'est une possibilité qui pourra être offerte aux Québécois qui sont d'accord pour utiliser cette possibilité. À partir de juin prochain? Non. Ça, on est vraiment dans le service d'authentification. Il faut comprendre qu'on y va par bloc, là. On y va par étapes.
Donc, ce qu'on va livrer en juin, c'est le service d'identification et d'authentification. Ça, c'est vraiment le cœur du projet, où là, on va être capable de vous identifier. On va y aller avec les justificatifs plus courants pour cette première phase-là, mais il est déjà prévu qu'on puisse aller plus loin en se servant de la biométrie. Je vous dirai ça quand j'aurai le dossier d'affaires du portefeuille numérique parce que les deux sont intimement liés. Bonjour. Alors, M. Henriquer, juste vitement, si c'est possible d'avoir un résumé de the timeline going to June 2022, what's going to be happening? For the digital identity? Yes. Okay. First of all, the first part of the digital identity is the way we can identify and identify people. So the first block will be delivered to June 22. After that, there is a digital wallet. We're working on it, and we will table the file in next November. Ça y est, nous y sommes. Il aura fallu 50 ans. 50 ans pour que l'intelligence artificielle donne aux autorités un pouvoir jamais égalé. Celui de tout voir, tout entendre, partout, tout le temps. Je pense qu'on est rendu au digital maintenant. Je souhaite très fortement, vous connaissez mon petit côté TI. Surveillé en permanence par des caméras intelligentes à reconnaissance faciale capables de mettre une identité sur un visage en temps réel. Hier soir, le Parlement européen a voté par 468 voix contre 203 le principe du passeport sanitaire, c'est-à-dire du traçage généralisé des Européens. Les grandes entreprises du numérique veulent nous marquer, c'est-à-dire veulent pouvoir nous tracer. Les Chinois sont désormais aussi tous notés. 778 sur 950, 548 c'est moins bien, 748, un bon score. Pour l'instant, c'est une notation bancaire qui atteste de la bonne gestion des comptes et que tout le monde connaît ici. Je trouve ça bien d'être noté. Dans une société, il faut qu'il y ait des règles. Ces notes, ça nous oblige à bien nous comporter. Ça peut vous paraître effrayant, mais en Chine, c'est comme ça, on a l'habitude. De toute façon, on n'a pas le choix. En utilisant le plus de données possible, c'est ce qu'on appelle le big data, ce système jouera un rôle important pour la reconstruction morale de la société. Pour ce faire, tout sera passé au peigne fin. Situation financière, habitudes de consommation, carrière professionnelle, jusqu'au comportement sur les réseaux sociaux. Critiquer le gouvernement sur Internet ou exhiber des signes extérieurs de richesse, mauvais score. En revanche, des louanges au parti ou un don de sang augmentera votre crédit social. Xiao Wenwang est une citoyenne modèle. Elle vit à Nankin, Ville-Test. Elle a le profil parfait. Mariée, mère d'un enfant de 5 ans, elle travaille dans une maison de retraite. Elle n'a pas de dette. Et par exemple, attend toujours sagement avant de traverser la rue. En tant que bonne citoyenne, je respecte le code de la route. Si je ne le faisais pas, je perdrais des points sur mon crédit social. Théoriquement, tout pourrait être pris en compte dans la note sociale. Même les gestes les plus anodins comme aller faire ses courses au supermarché. À l'heure du paiement électronique, les achats de Xiao Wenwang pourraient peser dans la balance. Comme acheter des cigarettes, pas bon. En revanche, des couches-culottes montreraient l'attention portée à un enfant. De la bière peut être une dépendance à l'alcool. L'eau, c'est mieux. Dans cette ville pilote de 8 millions d'habitants, il n'y a que 18 000 citoyens modèles. Pour Xiao Wenwang, il y a des avantages à la clé. Quand elle prend le bus, par exemple, elle paye moitié prix. Moi, pour tous les services publics, j'ai des réductions. Dans les musées aussi. Et à la bibliothèque, grâce à ma carte, je peux même lire gratuitement. Un bon score donne des avantages, un mauvais enlève des droits. Dans ce cinéma, ceux-là sont de mauvais payeurs. Les visages que nous avons dissimulés, les noms, les adresses se retrouvent en haut de l'affiche. C'est une question de principe. Il faut les dénoncer, ces gens-là. Ces gens ne sont pas honnêtes. Ils doivent payer le prix. Ne pas rembourser, c'est normal de payer ses dettes. Sinon, il faut les mettre sur la liste noire. Parmi eux, un journaliste, Liu Hu.
Il se serait approché d'un peu trop près des affaires de corruption de hauts responsables du parti. Condamné par un tribunal pour diffamation, c'est pour cela, selon lui, que son nom s'est retrouvé sur la liste noire, du jour au lendemain. Il l'a découvert en allant chercher un billet de train et compris qu'on ne le laisserait plus voyager. Voilà, ça me dit que je suis toujours sur la liste noire. Il est jugé indigne de confiance et donc puni. Une fois qu'on se retrouve sur liste noire, on ne peut plus avoir de crédit bancaire, ou créer une entreprise, acheter un appartement, ou même envoyer ses enfants dans une école privée. Rares sont ceux comme Liu Ru qui osent émettre une critique contre ce système que certains qualifient de dictature numérique. Je m'inquiète, car beaucoup de gens, je pense, n'auront plus de libertés individuelles comme moi. Nous vivrons tous avec plus ou moins de restrictions. Quelque temps après notre rencontre, Liu Ru a appris que son nom a été effacé de la liste noire. Sa note sociale, elle était de 0, ne peut que s'améliorer. Admiration I actually have for China, because their basic dictatorship is allowing them to actually turn their economy around on a dime. 1250 emplois dans le secteur de la fabrication et de l'opération des satellites. La révolution numérique va-t-elle transformer notre monde en une planète? Et avec la pandémie, c'est important de comprendre que s'il y a un bon côté à la pandémie, c'est qu'il y a une opportunité de développer une nouvelle économie. Une économie qui va être beaucoup plus basée sur les technologies de l'information, sur l'intelligence artificielle. Allez vous faire vacciner, c'est le passeport pour la liberté. En une planète habitée par 7 milliards de suspects. That went to great length to express your support to us in an overwhelmingly huge amount of emails. Thank you so much. We're doing this for you. All through Europe, governments have gone to great length to get people vaccinated. We were promised the vaccinations will be a game changer and it will restore our freedom. Turns out none of that was true. It does not render you immune. You can still contract the virus and you can still be infectious. The only thing this vaccine did for sure was to spill billions and billions of dollars in the pockets of pharmaceutical companies. I voted against the digital green certificate back in April. Unfortunately, it was adopted nonetheless. And this just goes to show there is only a minority of MEPs who truly stand for European values. The majority of MEPs, for whatever reasons unbeknown to me, obviously support oppression of the people while claiming shamelessly to do it for the people's own good. But it is not the goal that renders a system oppressive. It is always the methods by which the goal is pursued. Whenever a government claims to have the people's interest at heart, you need to think again. In the entire history of mankind, there has never been a political elite sincerely concerned about the well-being of regular people. What makes any of us think that it is different now? If the Age of Enlightenment has brought forth anything, then certainly this. Never take anything any government tells you at face value. Always question everything any government does or does not do. Always look for ulterior motives and always ask, cui bono, who benefits? Whenever a political elite pushes an agenda this hard and resort to extortion and manipulation to get their way, you can almost always be sure your benefit is definitely not what they had at heart. As far as I'm concerned, I will not be vaccinated with anything that has not been properly vetted and tested and has shown no sound scientific evidence that the benefits outweigh the disease itself and possible long-term side effects, which, to this day, we don't know anything about.
I will not be reduced to a mere guinea pig by getting vaccinated with an experimental drug. And I will most assuredly not get vaccinated because my government tells me to and promises in return I will be granted freedom. Let's be clear about one thing. No one grants me freedom, for I am a free person. So I dare the European Commission and the German government. Throw me in jail, lock me up and throw away the key for all I care. But you will never be able to coerce me into being vaccinated if I, the free citizen that I am, choose not to be vaccinated. Lastly, I would like you to think about this one. The compulsory use of the digital green certificate undermines everything that Europeans stand for. It violates constitutionally guaranteed fundamental rights, and it constitutes the first step towards the insufferable Chinese social credit system. I will never stand for this. I will never put up with this. Thank you. See, if you look what happened in China, when they implemented and this is the reason why we call this the Chinification of Europe, right. But you cannot do it overnight, because if they would just do it, as of tomorrow, everybody will have a credit score system like in China, then the whole Europe will be in the street. So it's a slow movement. It's a slow, not only that, but they do it, in segments. So besides this green certificate, this created the system. So the system itself, the technology and the hardware behind the system is created over there to create the framework for such a system. This was the first step. The second step is the wallet ID, the European wallet ID, and the EID. I'm the main rapporteur on the EID in the LIBE committee. And it's kind of following the same path as in China. So what they want to do, they want to designate an alphanumerical string, as they call it, to every EU citizen that will stay with you for your entire life, and that will be your unique ID. So when you will log in online, when you will log in into your bank account, when you go somewhere, you will have that ID with you. So that's the second thing. Then you have the so-called wallet ID, where all of your passports, all of your bank accounts, all of your credit cards will be in one place and will be connected with this EID. Then you have the issue of, they talk about now about fighting climate change, for example. Yes. And they came up with these figures that by 2030 they want to reduce the carbon footprint by 55% or so. And the only way to do that is to rationalize everything that we do and everything we consume. So you will see slowly in many Western European countries right now, when you go and you buy them, it will tell you the carbon footprint of that food, for example. So why do you think that is done? Because next time when you go with this EID that I'm working on, I'm totally opposing it. I will put everything in writing. I don't know if we have yet a majority to stop this in the parliament, but at least I will do my job, and you're the first media outlet to tell you this. I will do my job to document everything. Comme tous les Chinois, nous avons payé le prix fort, sacrifié la liberté de circuler. Mais nous pensions en avoir terminé avec l'épidémie. Un an plus tard, le virus est de retour et nous consultons chaque jour sur les téléphones portables les lieux où nous avons désormais le droit de nous rendre. T'as vu là? Chunyi, c'est vers là en fait. C'est surtout cette zone-là qu'on ne peut pas aller. Qu'est-ce qui se passe si on traverse ces zones-là? Le QR-code devient rouge et quand ton QR-code est rouge, tu peux pas quoi. Tu peux aller nulle part. C'est ça qui est embêtant. Un QR code santé, sorte de passeport électronique qui traque 24 heures sur 24 nos déplacements. Impossible de s'en passer de ce QR code. Imaginez, plus personne ne passe inaperçu. Chaque fait, chaque geste est scruté par des centaines de milliers de caméras. À 18 ans, Wang Lu s'est vu attribuer une note, 1000 points,
qui évolue en fonction de ses actions. Elle jette un papier par terre. C'est une incivilité qui lui coûte 50 points. Elle traverse au feu rouge, moins 100 points. Mais si elle décide d'aider son prochain, en donnant son sang par exemple, sa note remonte, 900 points. Elle signale la présence d'un délinquant à la police, et la voilà qui atteint le niveau supérieur, 1100 points. De cette note dépend sa place dans la société. En dessous d'un certain seuil, elle risque de ne plus avoir d'existence sociale. Ça vous paraît incroyable? Et pourtant, ce système de notation existe déjà. Il est testé dans 43 villes en Chine pour ficher et classer les habitants. Son nom, le crédit social. Ceux qui ne respectent pas les règles sont sanctionnés et parfois humiliés. Comme dans ce cinéma où leurs photos sont affichées. Dans cette autre ville, une sonnerie de téléphone spéciale leur a été imposée, qui imite une sirène de police. La Chine est-elle en train de mettre en place les outils d'une surveillance totale? Le pays le plus peuplé au monde peut-il contrôler chacun de ses 1,390 milliard de citoyens? Pendant que l'on parle de l'augmentation du nombre de cas, je rappelle que les cas du Covid ne sont pas les malades du Covid, il faut quand même le rappeler, eh bien, il se passe beaucoup de choses, pas loin de chez nous, près de chez nous, aux Pays-Bas, en Hollande. Révolte d'agriculteurs massive, des milliers de camions sur les routes depuis déjà quelques jours, soutenus également dans les ports hollandais par les pêcheurs, manifestations de soutien dans la population, au point que les policiers braquent, on a vu, tout le monde a vu les vidéos sur les réseaux sociaux, et peut-être pas à la télévision, mais sur les réseaux sociaux, où les policiers braquent les agriculteurs pour les forcer à descendre de leurs camions. Que se passe-t-il? Eh bien, on en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Ça sent bon le grain et les moulins. Il y en a en Hollande, des moulins Yves Montand. Mais actuellement, je ne sais pas si ça sent bon le grain ou le froment. En tout cas, ça sent vraiment le feu. Ça sent le feu qui est mis au lac. Et pourquoi? On va en parler avec Philippe Herlin. Philippe Herlin est économiste au Conservatoire national des arts et métiers. Et vous venez d'être l'auteur d'une note pour l'Institut Thomas More. Pourquoi la transition écologique est une catastrophe pour l'économie? Catastrophe, on va en parler. Bonjour Philippe Herlin. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui se passe aux Pays-Bas? Juste un mot, et vous allez évidemment réagir là-dessus. C'est quand même très intéressant, puisque on dit, voilà, en 2 mots, l'engrais. Alors, on touche, l'Europe leur a dit, attention, l'accord de mardi prévoit une réduction des émissions d'azote par région, et si certaines régions de Hollande doivent les réduire de 40%, d'autres se retrouvent avec une coupure de 70%. Alors, qu'a donc demandé l'Union européenne ou le Conseil de l'Europe aux agriculteurs hollandais? Alors ça s'inscrit dans une tendance générale qui est la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Alors on connaît le principal qui est le CO2, mais il y a aussi l'azote qui est émis par le cheptel, par les animaux d'élevage. Et naturellement, il émet de l'azote. Voilà. Et puis par les engrais aussi. Bien sûr. Voilà. Et donc il y a et donc le gouvernement hollandais des Pays-Bas, donc dirigé par Mark Rutte, applique cette politique de façon très directe. C'est sans doute un des premiers, mais ça va arriver dans d'autres pays européens. Oui. Et ça conduit, comme les Pays-Bas sont un gros producteur dans ce domaine, ils font partie des leaders européens, ça va conduire à une réduction de 30% du cheptel. Et 30% du cheptel d'ici 2030. Donc c'est rapide, c'est dans 8 ans, c'est bientôt. Ouais. Donc pour une entreprise, c'est demain, voilà. Et une réduction des engrais aussi, donc une réduction de la production vraiment, vraiment importante. Alors, drastique, voilà. Alors,
une des raisons, c'est que ça pollue les sols. Mais ça, on peut peut-être se dire, il y a peut-être d'autres moyens d'y pallier en mettant des usines de retraitement, voilà. Et puis c'est la lutte contre le réchauffement climatique, voilà, qui est une politique européenne qui s'impose dans tous les domaines. C'est la fameuse transition écologique. Voilà, la transition écologique qui oblige à réduire ses émissions. Et donc, il y a une révolte des agriculteurs des Pays-Bas depuis lundi 4 juillet. Oui. Qui amène à faire des barrages, à quasiment bloquer le pays, ce qui est assez étonnant, parce que les Pays-Bas, comme les pays nordiques, c'est des pays où il y a quasiment jamais de grève, parce que tout se passe par la négociation, tout se passe par la discussion, c'est très éloigné de ce qui se fait en France ou en Italie, voilà. C'est pas les défilés République-Nation, voilà, la CGT et autres, oui. Voilà, et là, le fait que le pays soit quasiment bloqué, c'est quand même quelque chose de tout à fait exceptionnel, quoi. Il faut vraiment le dire, quoi. Et c'est parce que, en fait, les agriculteurs, d'après ce qu'on a entendu quand même, ils se battent pour les moyens de subsistance. Eux disent, c'est notre vie qui est en jeu, quoi. Oui, parce que eux, ça va remettre en cause déjà leur entreprise, leur avenir. Et puis, il faut aussi comprendre qu'on est dans un contexte extrêmement difficile avec la guerre en Ukraine où on va peut-être manquer d'engrais. Il y a des problèmes. Oui, parce que c'est la Russie, principal producteur d'engrais azotés. Voilà. Il y a des problèmes de pénurie. On parle de pénurie alimentaire dans pas mal de pays africains ou en développement. Bon, c'est peut-être pas le moment de diminuer en Europe notre production agricole, quoi, parce que bizarre, dans le monde on en a besoin, quoi. Donc voilà, donc c'est vraiment en plus aberrant de faire ça à ce moment-là, de faire ça maintenant. Philippe Erlin, est-ce que ça veut dire, c'est la Commission européenne qui a décidé cela, est-ce que c'est pas quelque part se tirer une balle dans le pied, sinon dans le ventre? Oui, parce que si on généralise ça à tous les pays européens, ça va être catastrophique, hein. Mais c'est une politique européenne d'augmenter, de généraliser les terres, enfin de mettre des terres au repos, donc diminuer la production, de diminuer l'utilisation d'engrais. Et donc tout ça va faire chuter la productivité et la production agricole européenne, alors que c'est encore un point fort de la France et de l'Europe, et qu'il y a une vraie demande, surtout là, depuis qu'il y a la guerre en Ukraine, les exportations de blé diminuent, donc il faut trouver des substituts assez rapidement, donc c'est vraiment pas le moment de diminuer, notre production en Europe, quoi. Oui, mais ce qui est extraordinaire, Philippe Erlin, c'est qu'on a l'impression, enfin, l'Europe qui est riche, agricole, qui est les pays les plus riches, au moment où on sait qu'il va y avoir une crise alimentaire, vous dites, non, surtout, ce qui compte, c'est le CO2 et c'est le réchauffement climatique, d'accord, mais est-ce que c'est vraiment le moment que vous dites de diminuer? Et on a l'impression que c'est la même chose, je sais pas, pour le pétrole et pour tout le reste. C'est-à-dire que on veut diminuer les choses, mais comment on fait? Je veux dire, et en fait, ça procède de quoi? Ça procède, au fond, cette commission ne tient pas compte des réalités économiques, des réalités de la politique au moment où ça se passe. Elle est dans une vision idéologique, la Commission européenne, et malheureusement beaucoup de gouvernements en Europe, le fait de vouloir diminuer, d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Et de diminuer nettement de à peu près de 50% d'ici 2030, ce sont des chiffres qui sont en fait inatteignables. Il faut le comprendre. Enfin, ça va conduire à un appauvrissement généralisé, à des pénuries, à du rationnement, et c'est une catastrophe, quoi. Alors qu'au contraire, il faudra plutôt augmenter la production agricole en Europe, quoi. Et c'est pour ça que c'est ce qui se passe aux Pays-Bas est très révélateur et très intéressant et très précurseur, parce qu'on peut dire que c'est la première manifestation contre la transition écologique. Voilà. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que les médias n'en parlent pas, parce que les médias mainstream, eux, ils aiment bien nous faire des reportages pour nous expliquer à n'importe quelle occasion que c'est la faute au réchauffement climatique. Oui, Quand on prend par exemple l'accident des Dolomites où des skieurs sont fait engloutir sous une plaque de neige. Bon, on dit c'est la faute des... Non, c'est faux. C'est parce qu'il y a eu plusieurs jours de température élevée et on sait très bien que ça génère des avalanches dans ce domaine. Alors le fait que le chef du gouvernement Mario Draghi dit c'est la faute au réchauffement climatique, c'est une façon de se décharger de ses responsabilités. C'est absolument scandaleux, quoi. Bon. Et donc sur ce prétexte, enfin sur cette idéologie du réchauffement climatique, on sacrifie... Alors on sacrifie l'agriculture, il n'y a pas longtemps on a sacrifié l'industrie automobile, il faut se rappeler, parce que interdire les moteurs thermiques en 2035, ça veut dire... Alors 2035, c'est demain aussi. C'est demain. Basculer complètement sur les batteries, on sait que c'est pas possible. Et puis en plus là, avec la guerre en Ukraine, les prix des matériaux nécessaires pour les batteries lithium, cobalt, nickel ont explosé, donc ça rend la voiture électrique encore plus impossible. Et puis installer des bornes partout pour des recharges, c'est un coût délirant. Donc économiquement c'est pas possible. Il y a pas assez de minerais. Les prix vont exploser. C'est un naufrage complet. Et puis on va tuer une industrie
industries où l'Europe est leader mondial. Les marques qui font rêver dans le monde, ce sont les marques automobiles européennes essentiellement. Bon, voilà. Donc donc là, on a sacrifié l'automobile. Maintenant, on commence à sacrifier l'agriculture. Après avoir sacrifié et on est en train de sacrifier le secteur énergétique. Parce qu'avec les éoliennes, on renchérit le coût d'électricité, parce que les éoliennes nécessitent des subventions, donc c'est une catastrophe dans tous les domaines. Au nom d'ailleurs du réchauffement climatique, ce qui ne veut dire on combat le nucléaire. Alors que ça n'a rien à voir. En plus, le nucléaire, lui, n'émet pas de CO2, donc on pourrait dire, la Commission encourage le nucléaire, mais c'est même pas le cas. Le Parlement européen voudrait plutôt, lui, exclure le nucléaire des énergies vertes. Voilà. Donc là, on va se retrouver, c'est un retour au Moyen-Âge, c'est une catastrophe, quoi. Donc c'est vraiment un effondrement. On est en train d'aller vers un effondrement économique. C'est ce que moi j'ai appelé dans mon étude la cancel economy, par référence à la cancel culture. La cancel culture, c'est tout le wokisme qui cherche à détruire nos arts, l'enseignement, l'éducation nationale. Et ben, on a l'équivalent en économie avec la cancel economy, où on lutte contre tout ce qui a fait la puissance économique de l'Europe et de l'Occident, c'est-à-dire les énergies fossiles, la liberté d'entreprise aussi, parce qu'avec toutes ces réglementations, toutes ces obligations, on va tuer l'esprit d'entreprise, quoi. Parce que là, tout le réchauffement climatique, ça conduit à mettre tout un tas de réglementations, de subventions. C'est pas la culture occidentale, c'est en tout cas pas ça qui a fait notre prospérité, surtout pas. C'est pas l'assistance. En fait, c'est suicide mode d'emploi quelque part. Oui, on est à ce niveau-là, et c'est catastrophique, quoi. Et le problème, c'est que le gouvernement français, il part dans la même direction. Alors, on parle pas de l'agriculture pour l'instant, mais on pourrait parler, par exemple, du bâtiment, de l'immobilier, parce qu'avec le DPE, les diagnostics de performance énergétique, qui sont extrêmement sévères, les logements qui ne respecteront pas un minimum de normes ne pourront plus être loués. Bon, et on sait très bien que les associations de propriétaires comme la FNAM ont dit qu'une grande partie de leurs adhérents ne feraient pas les travaux parce que c'est trop cher. Bien sûr. Et donc, il y a beaucoup de logements qui vont être retirés du marché locatif, alors que la demande est toujours là. Donc, qu'est-ce que ça va amener? Une augmentation des loyers. Voilà, donc on va dans le mur, on fabrique de l'inflation. Il y a une grande partie de l'inflation qui est fabriquée par nos politiques. Et la politique de la transition énergétique, ça amène une hausse des prix dans l'énergie, dans l'automobile, parce qu'elle va devenir électrique. Dans le logement, c'est une catastrophe, quoi. Voilà. Dans les produits. Et demain, mais alors demain, on pourrait avoir les mêmes réactions des agriculteurs français par rapport à leurs collègues hollandais. Oui, parce que si le gouvernement commence à avancer sur ce terrain-là, les agriculteurs français se révolteront et ils auront raison, quoi. Mais je pense aussi que les gens devraient commencer à réfléchir à prendre conscience qu'on les mène par le bout du nez avec ce réchauffement climatique. Alors, qu'on y croit ou pas, moi personnellement, pour moi le réchauffement climatique anthropique n'a pas de fondement, mais bon, je sais que vous avez reçu François Gervais plusieurs fois, c'est quelqu'un que j'ai lu. Tout à fait. Bon voilà, mais même mettons ça en dehors, admettons que le réchauffement climatique anthropique soit vrai, il faut quand même se rendre compte que la France, ça pèse moins de 1% des émissions de gaz à effet de serre, 0,9%, et l'Europe c'est 10%. Ça veut dire que tous les efforts qu'on fait ne servent pas à grand chose, parce que il faut savoir que la Chine et l'Inde et les pays émergents ont obtenu lors de l'accord de Paris la possibilité de continuer à augmenter leurs émissions de CO2 jusqu'en 2030 et ensuite de vaguement s'engager à les faire diminuer. Donc tous les efforts que nous on fait en ce moment en Europe, ils sont complètement engloutis par l'augmentation de la Chine. Donc parler d'urgence écologique en France et en Europe aujourd'hui, c'est une escroquerie. C'est une escroquerie, je le dis. Juste un mot par rapport aux agriculteurs français. Vous avez vu que il y a eu un accord commercial Union européenne-Nouvelle-Zélande, et on dit dans cet accord commercial d'ailleurs, ils sont un peu furieux, y compris les agriculteurs français, parce que les différentes filières agricoles dénoncent l'utilisation en Nouvelle-Zélande de l'atrazine, herbicide interdit en Europe depuis 2003, et diflumazuron, un pesticide également proscrit dans l'Union européenne depuis 2021 et utilisé dans les prairies et sur les ovins. Alors, ils disent, attendez, vous faites un accord avec la Nouvelle-Zélande, mais la Nouvelle-Zélande utilise des herbicides et pesticides interdits en Europe. Et que dit la Commission? Il promet des contrôles robustes. Oui, c'est une blague. Ils vont débarquer en Nouvelle-Zélande pour... Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'on affaiblit notre économie et en plus, on l'ouvre à des concurrents qui sont pas soumis aux mêmes normes. Donc ça va être destructeur, quoi. Voilà. C'est franchement, c'est extrêmement préoccupant, et je veux dire encore une fois, c'est intéressant. C'est pas une balle dans le pied, c'est une balle dans le ventre. Merci Philippe Erlin pour ces éclaircissements. Somewhere else that seems to be sliding into dictatorship is Holland, which may not entirely be a coincidence. The similarities between Canada and Holland are as startling as they are disturbing.
Here's Canadian Prime Minister Justin Trudeau and Dutch Prime Minister Mark Rutte, leader of the laughably and ironically named People's Party for Freedom and Democracy. Apart from obviously sharing the same wacky lefty sense of humour, those two both are, of course, golden pin-up boys for Klaus Schwab and the globalist fantasists of the World Economic Forum. Only a few months ago, it was the Canadian government that attacked its own citizens in the most grotesque and terrifyingly authoritarian manner during the so-called truckers' convoy revolts, when the government actually froze the bank accounts and basically starved out any individuals involved in what was legitimate, peaceful, democratic opposition to COVID mandates. That ended badly for Trudeau, particularly after this shameful incident in which Canadian mounted police trampled over a peaceful woman protester. Come on through. What is happening here? Wow, what is this lady doing? Trampling horses. Stop it. Stop it. Oh my God. What the hell is that? They just trampled this lady. They just trampled that lady. Hang on. I've seen something like that before, haven't I? Reminds me of something. Oh, yes, Melbourne, under Dan Andrews. Media! Media! But I digress. Let's go back to Dutch Prime Minister Mark Rutte at the World Economic Forum in Davos last year, boasting about Holland's involvement with the World Economic Forum's global food innovation hubs, which is busily, quote, transforming food systems and land use. I'd like to highlight a World Economic Forum initiative in this regard, the World Economic Forum Food Innovation Hubs. And these hubs in Africa, in Asia, in South America and in Europe will allow businesses to connect regional stakeholders to skill innovations, because this is key, skill innovations that can address food systems challenges. And here, I'm particularly proud to announce that the Netherlands will host the Global Coordinating Secretariat of the World Economic Forum Food Innovation Hubs. The hubs are set out to transform food systems and land use, eh? I wonder what that means exactly. Well, your guess is as good as mine, but as I mentioned last night, currently the Dutch government is embarked upon insane efforts to slash greenhouse gases and reduce the amount of nitrogen ammonia in the soil by 30 to 70% by 2030, or even by up to 95% in some places, in order to meet green EU climate change targets that Holland has signed up to. And this means literally turfing people off their farms. I guess that's one way to transform land use and food systems, eh, Rutte? Well, the Netherlands House of Representatives has released a statement which said, quote, "The honest message is that not all farmers will continue in business. Those who do will have to farm differently." Wow, just think about that. But everyday, hard-working Dutch family farmers and others are now involved in massive and growing protests, hardly surprising, with tractor blockades, manure being dumped on government buildings or places, and there are accusations of the Dutch secret police infiltrating the protesters, the same playbook used by Trudeau, allegedly. What a coincidence. And overnight, there are even accusations of shots being fired. This, by the way, is what happens when your national government gets penetrated by globalist activists from the World Economic Forum. Oh, does that sound like a conspiracy theory? Yes, it does. But alas, it's not me saying it. It's dear old Klaus Schwab back in 2017 fessing up to what the World Economic Forum is really up to.
I mention now names like Mrs. Merkel, even Vladimir Putin and so on. They all have been young global leaders of the World Economic Forum. Mm-hmm. But what we are very proud of now is the young generation, like Prime Minister Trudeau, President of Argentina and so on, that we penetrate the cabinets. So yesterday I was at a reception and I know that half of this cabinet, or even more half of this cabinet, are for our actually young global leaders of the World Economic Forum.